France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce mercredi 15 janvier, Flavien Moreau, premier djihadiste français condamné, vient d'être libéré après 7 ans d'incarcération, considéré comme toujours très radicalisé. Il fait l'objet d'une surveillance judiciaire et administrative. Comprenez-vous cette libération? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le grand forum FM2. Pour en parler avec nous dans un instant, Nadir Kaya et Philippe Boriaki. Le LGF spécial municipal, c'est parti à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la campagne. On va recevoir différents candidats de différentes villes. Nous partons et prenons la direction pour ce premier entretien d'admission, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Direction Bagnolet pour faire la rencontre de Édouard Denoël, candidat sans étiquette du côté de Bagnolet. Le zapping et le quiz en fin d'émission. C'est donc parti pour le LGF. Je vous en souhaite la bienvenue. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et en direct mes amis, c'est mercredi aujourd'hui et nous sommes le 16 janvier, j'espère que vous allez tous bien et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Boriaki. Comment ça va mon Philippe? Très fatigué. Ah bon? Ouais, tu commences bien toi. Je suis épuisé, le LGF m'épuise, la campagne électorale m'épuise, les coups bas m'épuisent. Je suis épuisé, aidez-moi auditeurs, auditrices. Non, tout va bien, t'inquiète. Bon, Nadir Kaya, président de Banlieue Plus et les quartiers. Bonjour Nadir. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va? Pas épuisé toi, tout va bien? Ah bah ça m'arrive comme tout le monde, mais bon, j'espère aller prochainement du côté d'Alger, me ressourcer un petit peu. Ah, Inch'Allah. J'invite Philippe s'il veut faire un petit break et découvrir Alger. Je peux pas, je suis en panne électorale. C'est pas grave, 2-3 jours, ça va te donner une pêche sur toute l'année. C'est pas mal. Tu pourrais aller reprendre quelques nanas là-bas, manger quelques bons michouis. Le bon air du bled, du littoral, ouais. Les discussions avec les uns. C'est vrai qu'Alger c'est pollué ou pas? Parce que j'ai entendu plein d'échos que c'était très pollué à cause des bouchons. Alors, je pense que c'est pollué. Après, on peut pas comparer Alger et Paris. Ouais. Mais je pense que ça peut l'être. Effectivement, il y a beaucoup de bouchons, mais bon, on a cette chance d'avoir un littoral magnifique. Ah oui, l'Algérie est un beau pays. Absolument. Tahia Joseph. Bah oui, ça c'est une bonne idée. En plus, tu pourras nous faire quelques lives en direct de la nouvelle grande mosquée d'Alger. Elle est ouverte ou pas d'ailleurs? Je sais pas. Elle est ouverte officiellement, oui, les portes sont ouvertes. Oui. Ça a mis du temps à construire quand même. Bon, alors, municipal justement, il en sera question. On recevra dans le cadre de la campagne municipale un premier candidat qui passera son entretien d'admission tout à l'heure à 17h. Il est candidat à Bagnolet, messieurs dames. Sachez que Bagnolet c'est la ville la plus endettée de France. Oui. Ah oui, elle s'est hissée à la première place avant le Valois. Des 36 000 communes les plus endettées de France, Bagnolet. Édouard Denoël, qui est candidat à Bagnolet, sera peut-être le sauveur de Bagnolet. En tout cas, il passera son entretien. Et vous, habitants ou habitantes de Bagnolet, vous pourrez l'appeler en direct au 01 40 33 9000 pour avoir plus d'éclaircissements. On tentera de faire connaissance avec ce candidat sans étiquette. C'est un peu la mode d'ailleurs au municipal, il y a beaucoup de sans étiquette. Ouais, bien sûr. Oui. Société civile, citoyen, blablabla. Un peu normal, hein. Ouais. 30 ans ou 40 ans de grands partis politiques et vu le résultat, je pense que les Français ont compris qu'on pouvait faire de la politique sans appartenir à un grand parti. On le verra dans le zapping tout à l'heure. Il y a un petit cafouillage chez En Marche, puisqu'il y a un secrétaire d'État plus un ministre qui s'affrontent à Biarritz. Non. Si, je t'assure. Et oui, non mais c'est extraordinaire. Et sachez que certains candidats En Marche sont invités à ne pas mettre le logo. Ouais. On en a ça à Orly. On en a un à Orly. Ah bon? Ouais, Marco Pizzano. Tu te rends compte? C'est un pote en plus. Nadir, ouais. Ils veulent pas assumer. Ouais. Non, mais c'est un peu normal quand tu vois un peu ce qui se passe en France avec un président qui avait promis de révolutionner la politique. On s'aperçoit qu'en fin de compte, sur certaines choses, il est pire que les autres, et sur d'autres choses, ils innovent, quoi. Le gouvernement innove par leur violence et aussi par rapport au mépris social. Bienvenue dans le nouveau monde, messieurs dames. Allez, le sujet à la une. Oui, on va parler encore une fois des djihadistes. Oui, parce que on a appris hier que Flavien Moreau, premier djihadiste condamné, vient d'être libéré. Il a été incarcéré pendant 7 ans. Considéré comme toujours très radicalisé. Il fait l'objet d'ailleurs d'une surveillance judiciaire et administrative. Comprenez-vous cette libération? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2.
Et vous la comprenez pas, cette libération, à 70% notamment sur Facebook. Qu'en pensez-vous? Vous nous appelez aussi pour nous donner votre avis, 01 40 33 9000. On apprend aussi qu'une vingtaine d'autres vont être libérés cette année, d'où l'inquiétude évidemment chez certains, parce que les cicatrices sont évidemment pas refermées sur ce qui s'est passé en France en 2015 par exemple, à Nice en 2016 et bien d'autres événements tristes. Alors, Nadir Kaya, est-ce que tu comprends justement que ce monsieur ait été libéré, 7 ans d'incarcération, il avait été pris la main dans le sac, il voulait partir, apparemment un monsieur qui est très très surveillé, on le dit radicalisé, surveillance accrue. On se pose la question justement de cette surveillance au-delà de sa libération. Est-ce que tu comprends toi, à titre personnel, sa libération à ce monsieur? Non, comme je te disais en off, après il faut voir les faits, pourquoi il a été condamné. Si c'est simplement, entre guillemets, le fait de vouloir rejoindre ses camarades ou certaines personnes et mener un djihad, c'est une chose, mais je pense qu'en termes de comparaison, on peut pas comparer une personne qui a la volonté de faire du mal et une personne qui a fait du mal. Voilà. Après, au niveau juridique, s'il a fait sa peine en bonne et due forme, il est libre comme n'importe quel prisonnier qui a été au bout de sa peine. Et à partir de là, maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas l'individu, parce que bon, je le connais pas, mais c'est de voir qu'aujourd'hui, en 2020, les politiques n'ont pas fait le vrai travail qu'il y a à faire sur ces personnes qui sont radicalisées, qui sont susceptibles de l'être. Ouais. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment fait-on justement pour, selon toi, quelles sont les solutions pour justement faire en sorte que la justice puisse évidemment se faire correctement et que une fois qu'ils ont exécuté leur peine, puissent être libérés et suivis. Surtout, c'est important. C'est en ça. Est-ce que tu comprends l'inquiétude des Français justement par rapport à cela, par rapport à la libération? Parce qu'il y a lui là qui a été libéré, c'est le premier d'une série d'une vingtaine qui vont être libérés cette année. Oui, effectivement, je peux comprendre l'inquiétude des Français parce qu'on fait en sorte de faire que les Français restent dans l'inquiétude et dans le flou total, parce que moi je vous rappellerai qu'au-delà de tous ces aspects-là, quand il y a des attentats ou des actes violents ou dits terroristes en France, on ne connaît jamais la suite. Ouais. Moi, c'est ce qui m'interroge. Donc après, on reste dans un climat un petit peu de suspicion et puis de doute permanent. Mais concrètement, il n'y a pas de visibilité, c'est opaque. Donc on ne sait pas ce que ces gens-là sont ou vont devenir. Mais le vrai travail, s'il y avait un travail à faire avec ces gens-là, c'était en prison. Pour, entre guillemets, espérer qu'ils sortent à peu près débarrassés de cette idéologie ou cette violence de vouloir tuer absolument tous ceux qui ne sont pas musulmans ou qui s'opposent à l'islam, et de faire un vrai travail. Et c'est pas une fois à la sortie qu'il faut s'interroger sur le fait de savoir si cette personne est dangereuse ou pas, mais il aurait fallu faire un travail, et c'est ce que je te disais au préalable. Je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure des choses, et notamment de faire un vrai travail de déradicalisation ou un travail d'écoute et éventuellement de solution face à des gens qui sont dans cette situation-là. Le problème, c'est qu'en prison, ils sont pas déradicalisés, ils se radicalisent davantage, paraît-il, selon des études. Philippe Poyaki, est-ce que tu comprends, toi, cette libération et aussi en même temps l'inquiétude justement des Français par rapport à la libération de ces personnes? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, elle n'est pas là, ton avocat. Elle est en grève en plus. Voilà. Franchement, je vais pas faire de langue de bois avec toi, Christophe, et avec les auditeurs et les auditrices. C'est un sentiment bizarre qui est à l'intérieur de moi en ce moment, parce que moi, tu sais, je suis très attaché au droit. Je suis très attaché à la présomption d'innocence, je suis très attaché à la rédemption et la réinsertion, parce que je pense qu'on peut avoir été et ne plus être. Et le droit est la chose suivante. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un film avec Tom Cruise qui était sorti, qui s'appelait Minority Report. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient arrêtés avant d'avoir fait un crime. Voilà, avant de commettre un crime, parce que la boule disait qu'ils allaient faire ceci et faire cela. Ouais. Et c'est super compliqué parce que là, il y a ce qu'on appelle les libertés individuelles. Il y a aussi ce que la sécurité publique. Un homme ou une femme qui peut représenter une menace, qui peut passer à l'acte ou qui peut ne pas passer à l'acte, qui peut avoir envie de passer à l'acte, à quel moment il faut la mettre hors d'état de nuire. Tu vois la complexité. Tu l'arrêtes avant qu'elle soit passée à l'acte. Le droit te dit tant qu'elle n'est pas passée à l'acte, tu ne peux pas. Et puis on a des exemples quand même
qui fait que la sécurité de tous, on a vu des loups solitaires, on a vu des loups en meute faire des atrocités. Et le principe de précaution, par exemple, tu vois, moi je suis écologiste, régulièrement, lorsqu'il y a une suspicion d'un aliment ou d'une molécule qui serait néfaste pour nous, on applique immédiatement le principe de précaution. Est-ce que le principe de précaution s'applique aux êtres humains ou pas? Et tu vois la complexité. Je crois qu'il faut vraiment s'asseoir tous autour d'une table, sans faire langue de bois, hein, et dire qu'est-ce qu'on fait. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est les éléments concrets. Les éléments concrets, c'est un homme qui a voulu visiblement partir. Non, j'ai regardé un petit peu. En fin de compte, il voulait retourner. Il avait déjà été en Syrie, pas très longtemps. À son retour, il a été arrêté. Très bien. Pour ses faits. Maintenant, c'est de savoir éventuellement qu'est-ce qu'on lui a reproché. Il n'est pas parti là-bas pour partir en vacances et passer du bon temps. On est d'accord. Il est dit qu'il voulait rejoindre un groupe islamiste radicalisé. Voilà. Maintenant, c'est de savoir aussi ce qu'il a fait là-bas, parce que si éventuellement il a fait couler le sang en Syrie, moi personnellement, pour que ce soit les Français ou n'importe quelle personne qui commet un crime en dehors de son pays, il doit le payer là où il le commet. C'est difficile à prouver, encore une fois. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir ces éléments-là. Mais effectivement, s'il est parti rejoindre un groupe avec une idéologie destructrice pour l'humanité, en termes de droit, on peut pas le condamner. Oui, mais attends. Parce qu'il a pas commis, là, tu vois. Après, je pense qu'il y a des Non, mais je rejoins Christophe. Il est pas parti dans un camp de vacances, quoi. Il est parti quelque part où on a commis des exactions contre souvent des populations faibles, fragiles et souvent des femmes, des enfants. Moi, personnellement, je le mets au même niveau que des mercenaires français qui partent à l'étranger pour tuer des gens pour de l'argent. Oui. Pour moi, c'est la même violence. Oui, sauf qu'il y en a qui sont couverts par l'État. Tout à fait. On ferme les yeux et d'autres non. Mais c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Moi, sur le fait qu'on ait remis quelqu'un en liberté une fois qu'il a payé sa peine, il a payé sa peine. Tu vois, ça c'est important. Il faut aussi le droit de il y a l'inquiétude. Attends, j'arrive Christophe. C'est important que je développe parce que c'est un truc hyper complexe et c'est un truc hyper piège pour tout à chacun. Et si tu développes pas, tu peux rentrer et on peut vite te cataloguer. Et moi, crois-moi qu'on fera aucun cadeau là où je me présente à Orly, et je mets pas des pincettes ou des guillemets parce que je me présente. Je suis vraiment attaché au droit. Ce que je voulais te dire, c'est que le droit à la réinsertion existe dans notre charte, dans nos valeurs, nous les écologistes, et j'y crois profondément. Mais on nous apprend que cet homme est très surveillé parce que toujours radicalisé et qui peut être un danger potentiel. Alors moi je veux bien qu'on ait mis beaucoup de moyens pour pouvoir sécuriser les uns les autres. Moi d'accord, Carlos Ghosn il a fait une Ghosn mais parce qu'il avait des millions, etc. La sécurité publique ça ne doit pas avoir de prix. Et si quelqu'un représente un danger, d'ailleurs on le voit bien lorsqu'il y a des gens qui sont placés en HDT à la demande d'un tiers ou en HDO placés d'office lorsqu'ils représentent un trouble mental ou psychiatrique et qui représentent un danger pour les tiers et pour la société. Ouais. Et quelqu'un qui représente un danger pour la société, c'est pas possible, tu peux pas le laisser dans la nature, quoi. C'est pas même si tu le surveilles, c'est-à-dire quoi? Tu vas mettre 2 fonctionnaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas possible, ça, c'est toute la collectivité qui paye, et le citoyen lambda il ne peut pas entendre, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas concevoir, et je le comprends tout à fait, que ça coûte de l'argent à la collectivité pour quelqu'un qui quand tu parles crûment avec le citoyen lambda, quel qu'il soit, ok, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa culture, franchement, si aujourd'hui tu fais un référendum sur la peine de mort, elle serait rétablie le lendemain. Ouais. Salim est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Salim. Oui, bonjour à tous. Bonjour Salim, il nous appelle d'où? De l'Essonne. De l'Essonne, très bien. Ouais. On t'écoute Salim. Alors est-ce que tu comprends cette libération? Non, moi je comprends pas, parce que dans la mesure où déjà, je sais pas si vous avez entendu, la justice lui avait quand même placé sous surveillance pendant 11 mois et avait fait une obligation de soins. Je sais pas si vous étiez au courant. Et de plus, moi personnellement, je pense que les autorités, elles devraient plus collaborer avec les services secrets étrangers. Donc pour en gros qu'il y ait plus de sécurité sur le territoire. Par exemple, des services secrets de pays étrangers qui ont connu le terrorisme. Ouais. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui. Ouais, donc des services secrets de pays qui ont connu le terrorisme, qui ont combattu le terrorisme. Et je pense que pour moi, ce monsieur, il doit pas être. Normalement, je trouve que c'est pas normal 7 ans de prison pour avoir commis des actes pareils, quoi.
sait pas. Merci Salim. Après, effectivement, comme le dit Nadir et Philippe d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a réellement commis, ce qu'il a fait ou pas fait. Mais visiblement, quand on se rend dans un pays en guerre, comme à l'époque la Syrie, c'est pas pour aller passer du temps sur la plage. Hein. Donc, visiblement, il a dû certainement, en tout cas, peut-être participer à des exactions, à des choses vraiment. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, chaque fois qu'un individu est de retour de Syrie, il est de toute façon placé automatiquement en prison et jugé. Donc voilà, il a fait ses 7 ans de prison, certes, il a été libéré, mais ce qui inquiète au-delà de cette libération, c'est la libération d'une vingtaine d'autres djihadistes qui vont être libérés cette année. On le savait, c'est pas une surprise, et ça inquiète. Et vous comprenez, messieurs, que ça inquiète, ça. Aujourd'hui, 5 ans après ce qui s'est passé en 2015, année sanglante en France, Charlie Hebdo, le Bataclan, les terrasses de café, le Stade de France, tout ça, c'est encore dans nos mémoires. Dans nos mémoires et malheureusement dans la tête de certains, parce qu'on le voit encore avec certains actes de temps en temps. Bon, on dit que c'est des actes de terrorisme, c'est plutôt des actes de folie. Ouais. Mais je pense que le problème n'est pas réglé en France. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, apparemment, il est libéré sous certaines conditions quand même. Là, il est quand même suivi. C'est pas quelqu'un qui va être laissé en liberté comme ça. Ouais, mais d'accord, mais est-ce qu'il va être surveillé? On l'a vu, il y a eu des failles quand même. Ouais, mais bien dans sûr. Pas mal d'histoires, dans pas mal d'affaires. C'est pour ça que je te dis, le vrai souci, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé en prison. Ouais. Est-ce qu'il y a un vrai travail de l'État sur ces personnes-là, au-delà du fait d'entendre des débats sur le fait qu'il faudrait les isoler, les mettre entre eux? Moi, je suis pas un spécialiste, je sais pas, mais moi, ce que j'aurais souhaité qu'il soit fait par rapport à ces personnes-là, c'est d'avoir des vraies discussions d'homme à homme, notamment avec d'autres musulmans, pour voir un petit peu pourquoi ils ont fait ça, sans chercher non plus à leur bourrer le crâne, parce que je pense qu'ils ont quand même subi beaucoup de choses psychologiquement pour partir là-bas. Ils ont dû aussi subir des choses. Donc après, c'est de voir aussi ce que chacun a fait, quelle est la situation actuelle, comment ils se projettent. Et puis voir ensemble, faire une évaluation et puis le mettre quelque part à l'épreuve. Alors on accueille Samir du 95 qui est avec nous. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'écoutais un petit peu le petit débat qui était très intéressant, mais je pense qu'il y a un gros souci de droit. Comme le disait votre collègue qui est attaché vraiment au droit, on a un problème en droit. Parle bien devant ton téléphone, Samir, on te perd là, mon ami. On n'a pas pardon? Je dis parle bien devant ton téléphone parce qu'on te perd. Excuse-moi. Donc je disais que le droit on doit juger des personnes à l'étranger, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Parce qu'aujourd'hui, de condamner des gens qu'on fait ou pas des choses atroces ou non en Syrie et d'autres, ça regarde pas la France. Ça regarde tout le monde. Donc normalement c'est le tribunal international qui doit gérer ça, pas la France. Vous voyez, sur quelle base ils vont les juger et nous on est qui pour demander des comptes à des gens qui ont fait ou pas des choses assez. Oui, je veux dire. Non, mais attendez, Samir. Non, attendez, je suis pas d'accord avec vous. C'est un individu. Ce sont des individus français qui sont partis. Ouais. En terrain de guerre dans un pays étranger, certes. Oui. Après se pose la question, est-ce qu'ils doivent être jugés là-bas ou ici? Quoi qu'il en soit, il faut qu'ils soient jugés quand même. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai pas dit le contraire. Donc à partir du moment où ils reviennent en France, à partir du moment où ils remettent le pied sur le sol français, ils doivent être jugés ici, appréhendés. Je veux dire, ce qui me paraît logique. Sont appréhendés, bien sûr, en France, mais les conditions sur la règle de droit, il doit être jugé dans un fond international et non pas uniquement sur des textes français. Vous voyez, on a l'Europe, on a pas mal de choses qui permettent de juger ce genre de situation. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Les citoyens français, je veux dire, c'est ça le truc. Je sais pas, Nadir. Même à partir du moment où vous sortez du droit français, vous avez commis un acte odieux dans un autre pays, vous pouvez pas prétendre à la juridiction française, puisqu'elle n'existe pas. Bon, merci Samir en tout cas pour votre avis. 01 40 33 9000. Est-ce que vous comprenez vous cette libération? Ça fait évidemment beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Ça fait des débats houleux, bien entendu, comme à chaque fois. On en profite, bien entendu. Réalité Marine vous remercie d'ailleurs.
Qui? Khalte Marine. Ah, Khalte Marine. Ouais, bah, je sais pas si elle remercie qui, quoi, mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est au-delà de cette libération, qui est un fait, certes, mais c'est l'inquiétude que cela représente dans l'opinion publique. Et on le voit d'ailleurs. Moi, je pensais vraiment que ça serait pas aussi tranché et tranchant. La réponse des auditeurs de France Maghreb 2 sur Facebook, France Maghreb 2, 70% disent non, je ne comprends pas cette libération. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, mais, comme je te dis, Christophe, moi je peux comprendre que les gens s'interrogent, mais est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui lui est reproché, au-delà du fait qu'il a été arrêté en France avec la volonté de retourner en Syrie? Moi, ce qui m'intéresse par rapport à lui, c'est ce qu'il a commis des crimes de sang. Tu vois, si effectivement il a commis des crimes de sang, même s'il est citoyen français, qui retourne en Syrie si la Syrie est dans la capacité de le juger pour ses faits? Mais moi, dès l'instant où on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, simplement il est citoyen français arrêté en France, je le rappelle parce qu'il a quand même été arrêté en France, avec la volonté de repartir en Syrie. L'État français est dans son droit de l'arrêter parce qu'il a cette volonté-là. Ils ont sûrement vu qu'il avait des contacts et qu'il était déjà parti. Donc à partir de là, c'était de mettre un frein à cette volonté meurtrière, parce que comme tu dis, on va pas en Syrie là-bas avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on peut savoir pour repartir en vacances. Donc s'il avait une volonté de tuer des gens au nom de l'islam, quelque part on peut dire heureusement à l'État français d'avoir arrêté cet individu, même s'il est musulman. Hicham, qui nous appelle de l'Essonne. Du moment que tu veux faire des crimes de sang, je sais plus si tu peux encore être... Attention, hein, je parle sous mon couvert personnel et je n'engage personne, aucun théologien, etc. à titre perso. Je sais pas si en faisant ces crimes de sang gratuits, si tu peux encore dire que t'es musulman, quoi. Moi je sais pas ce qu'il a fait. Je m'interrogeais, mais si effectivement il a commis des crimes, qu'il soit musulman ou pas, il doit répondre devant la justice. Des crimes, en droit français, tu as deux chefs d'inculpation qui sont importants, qui est l'association de malfaiteurs en bande organisée et l'association de terrorisme en bande organisée. Et le fait que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, le fait de rejoindre un groupe qui va commettre ou qui a commis ou qui a l'habitude de commettre des actes inhumains est suffisant pour l'inculper. Voilà. Nous sommes du droit, à Hicham qui nous appelle de l'Essonne. Salut Hicham. C'est ça, salut tout le monde. Salut Hicham. Ça va, vous allez bien? Impeccable Hicham. Il fait quoi dans la vie Hicham? J'aime bien savoir ce qu'ils font nos auditeurs. Moi je suis technicien dans tout ce qui concerne les pacemakers, les stimulateurs cardiaques. Ah ouais, pas mal. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ouais, tu vas avoir du taf toi. C'est un grand malin Hicham. Absolument. T'as vu le secteur médical, c'est porteur. Hein, il y a du boulot. Il y aura toujours de plus en plus vieux, et comme on va travailler de plus en plus vieux, tu vas grave te gaver. Ouais. C'est plus mon boss qui se gave, moi, t'as vu. Ouais, Hicham. Salarié lambda. Est-ce que tu comprends cette libération, toi, Hicham? Moi, ce que je comprends, hein, t'as vu, je reste factuel. C'est un mec qui est parti en Syrie pendant 10 jours, et après, il est revenu, et apparemment, il voulait repartir, et il s'est fait attraper. Il a purgé sa peine de 7 ans, et il est sorti. Aujourd'hui, moi, en étant factuel, hein, le pauvre monsieur, j'aimerais pas être à sa place, parce que tous les médias se sont emparés de cette histoire, et je pense que c'est pas le premier djihadiste à être libéré, tu vois, à être revenu d'un champ de guerre. A priori, c'est le premier à être libéré, hein, parmi ceux qui ont été condamnés. Hein. Je pense que t'as vu tous ceux qui étaient partis en Europe de l'Est, type, tu vois, tout ce qui était Sarajevo, tout ça, la Tchétchénie, je pense qu'il y en avait. Non mais tout ce qui est en rapport avec la Syrie, Hicham, tout ce qui est en rapport avec la Syrie, les inculpations, c'est le premier à être libéré et il y en aura une vingtaine d'autres cette année. Et ce monsieur, en plus, quand il est parti, il n'y avait pas encore Daesh et toutes les exactions qu'on connaît. C'était pas, je te dis pas que c'était un camp de vacances, hein. J'ai pas été, je peux pas savoir, mais je pense pas que c'était la grande guerre comme ça l'est maintenant et comme ça l'a été à l'époque de Daesh. Donc, si, c'était en 2013. 2013, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Ouais, Daesh, 2013, on était en... Oui, alors à vérifier, je crois que on n'en était pas très loin. Si, 2013, c'était les premiers départs, absolument, Hicham. Mais Daesh n'était pas encore proclamé, hein. Ouais, alors peut-être que Daesh n'était pas encore proclamé, mais quoi qu'il en soit, il y avait des groupes terroristes déjà en Syrie. C'était Al-Qaïda qui est devenu après. Oui, voilà, c'était une partie Al-Nosra, une autre État islamique. Et Daesh. Oui, c'est la même. Non, c'est la même racine. Doctrine différente. Non, je suis désolé, je peux pas vous laisser dire ça. Quand même, pour avoir étudié un peu le truc, je peux vous dire que c'est deux doctrines différentes. T'avais Al-Qaïda qui s'en prenait aux intérêts extérieurs avec tout ce qui s'ensuit et qui tuait pas de musulmans. Et Daesh, eux, non, ne font aucune distinction.
Oui, pas franchement d'accord avec toi, Hicham. Al-Qaïda, ils ont pas fait. Non, ils ont fait aussi ce qu'a fait Daesh. Ils ont commis des exactions. Il y a des attentats, etc. Donc, ouais, mais ces attentats suicides où tu viens dans une mosquée et que tu tues parce que c'est des chiites, ça, Al-Qaïda, ils le faisaient pas, les amis. Hein. Mais bon. Mais peu importe leurs victimes. Ouais, peu importe leurs victimes. Dès l'instant que tu tues, quand même, voilà, bon. Tuer au nom de l'islam comme ça, de cette façon-là, c'est pas du tout musulman, mais bon, après. Mais on est totalement d'accord sur ça. Ces exactions ne sont pas du tout musulmanes et elles nous représentent pas en plus. Oui, ils avaient une approche différente du terrorisme, ça c'est clair. Ça, on peut les distinguer à ce niveau-là. Mais la finalité, en fait, mais la source est la même. Ouais. Par contre, ce monsieur, moi, je suis patron, jamais je le prends. Ouais, parce qu'il a l'obligation de trouver un travail et de pas quitter la France. Comment on fait pour ce monsieur, pour le réinsérer? C'est vrai. Aujourd'hui, on est tous à le juger en disant, peut-être il faut qu'il reste. S'il est parti en Syrie, c'est que finalement il est mauvais, donc il faut qu'il reste en prison, ou faut qu'on trouve un moyen pour le surveiller, mais c'est compliqué tout ça. C'est très compliqué, d'où la question d'aujourd'hui. Ouais. Le monsieur, ou sinon, on peut l'appliquer aussi aux pédophiles, on peut l'appliquer aux violeurs, on peut l'appliquer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Merci Hicham. En tout cas, monsieur le technicien, à bientôt. 01 40 33 9000, on prendra peut-être encore un ou deux appels et on recevra notre candidat, premier entretien d'admission. Il est candidat à Bagnolet. Édouard de Noël sera avec nous dans un instant pour se présenter à vous, électeurs, électrices de Bagnolet. Vous pourrez aussi appeler au 01 40 33 9000 pour vos questions. Concernant donc cet individu qui a été libéré, il a fait ses 7 ans de prison, premier djihadiste à être libéré. Comprenez-vous cette libération justement? C'est la question que l'on vous pose et on accueille Adèle qui nous appelle de Paris. Bonjour Adèle. Adèle? Bon, il s'est barré Adèle, je sais pas où mais il s'est barré. 01 40 33 9000 en tout cas pour nous donner votre avis. Quoi qu'il en soit, cette question elle est posée, vous êtes 70% à dire non, à ne pas comprendre cette libération de ce premier djihadiste qui a fait ses 7 ans de prison. Il avait été condamné à 10 ans de prison, il a fait 7 ans. Ça c'est classique hein, évidemment pour les remises de peine. Voilà. Non mais c'est ça qui est le plus fou, c'est parce que si on dit que le type représente un danger et qu'il a eu des remises de peine, pourquoi le libérer? Mais c'est quoi c'est quoi c'est comment Madame Belloubet. Madame Belloubet. Non mais c'est classique, je veux dire, quand t'es condamné par exemple à 10 ans, tu sors remise de peine, bonne conduite et tout ça, et puis tu sors au bout de... Ah mais oui, mais t'as des remises de peine parce que justement tu t'es bien comporté, et que surtout tu représentes pas un danger pour la société, et que tu peux te réinsérer, etc. Mais là, c'est autrement. Là, quand même, il y a un certain danger. D'où la question du jour et l'inquiétude, évidemment, je le répète. On espère qu'il n'y a pas de danger, Christophe, si je peux me permettre. Non, on espère, évidemment. S'il sort, c'est que l'État, et notamment ceux qui ont suivi son incarcération, ont jugé qu'il était plus un danger pour la société. Donc à partir de là, on le libère sous certaines conditions, et notamment le fait de retrouver un travail, de ne pas quitter le territoire français. Mais justement, notre auditeur le disait tout à l'heure, qui va l'employer, ce monsieur? Ah mais ça après c'est son problème. T'as des gens. On est déjà suffisamment critique sur ce qu'il a pu faire en Syrie ou sur la volonté d'aller en Syrie là-bas pour commettre certaines choses. Il y a des vrais humanistes. Le reste après il y a des vrais humanistes, des gens qui croient en la réinsertion, la rédemption. Et t'as des gens qui dont souvent des trucs du style les petits frères des pauvres, les Emmaüs, l'armée du salut, qui ont des gens qui travaillent avec eux, qui prennent des gens sur qui personne ne mettrait une pièce quoi. Ouais, bon bah écoutez... Faudrait juste voir le taux de réussite, de récidive, etc. Ouais, bah justement, il y a un risque aussi évidemment, parce que c'est vrai que le ministère de l'Intérieur publie régulièrement des attentats déjoués, et il y a cette peur. Encore une fois, c'est vraiment l'opinion publique, la cicatrice n'est pas refermée, messieurs, et on peut le comprendre. Alors évidemment qu'il est important de faire jouer la justice, et que la justice doit jouer son rôle. Mais il y a aussi l'opinion publique, et ça peut avoir aussi un impact, des conséquences vis-à-vis de tout cela. C'est vrai que quand on se retrouve en prison pour être parti en Syrie, rejoindre des groupes terroristes, c'est très délicat aujourd'hui, 5 ans après ce qui s'est passé en 2015, parce qu'on rappelle quand même pour l'attentat du mois de novembre, c'est quand même des individus qui venaient de Syrie qui ont commis ces attentats, d'accord? Donc c'est voilà. Christophe, et si je peux me permettre, oui, Nadir, permets-toi. Pour rappeler que c'est très sensible. Je rappellerai qu'il y avait eu un débat il y a quelque temps lorsqu'on disait qu'il y avait des femmes de terroristes ou des enfants qui étaient restés là-bas et qui souhaitaient revenir en France. Et je crois qu'à l'issue de ce débat qui était assez difficile, les Français majoritairement ne souhaitaient pas le retour des femmes ou des enfants. C'est des femmes, voilà, ou même des enfants, sous le prétexte que leur père ou leur mari était parti en Syrie pour certains d'entre eux pour commettre des crimes assez violents. Donc le débat était déjà assez particulier
particulier à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, une personne qui est arrêtée en France, qu'on libère, j'imagine un petit peu cette incompréhension ou cette peur qui peut résider auprès des Français. Comme je te disais, moi, le vrai souci, c'est l'opacité, notamment sur le travail qui, je pense, n'a pas été fait, ou alors le manque de visibilité sur le travail qui aurait été fait, soi-disant, par l'État par rapport à ces personnes qui sont radicalisées et qui sont au sein de nos prisons. On va accueillir le dernier auditeur sur ce sujet-là, Fatah. Bonsoir Fatah. Oui, bonsoir. Bonsoir Fatah. Il fait quoi dans la vie, Fatah? Je suis cadre dans une société de services en entreprise. Cadre de service dans une société de services en entreprise. Nous appelle d'où, Fatah? J'appelle de Paris. De Paris. De province. Bon, très bien. Alors ton avis nous intéresse, Fatah. Il habite où? T'habites où, Fatah? Il habite Paris. J'habite à Provins. Il habite Provins, il est à Paris. Ah voilà. 7-7, voilà. Alors, Fatah, est-ce que tu comprends cette libération? Je la comprends dans la mesure où le mec, s'il est libérable, c'est que s'il est libéré, c'est qu'il a été libérable, quoi. Donc pour le coup, je sais pas, j'ai aucun souci avec ça. Oui, tu es très factuel. Le mec, attendez les gars. Le mec, il a été condamné. Est-ce qu'il a été condamné sur du factuel? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a condamné, on avait des preuves, etc. On l'a condamné pour ce qu'il a fait. Après, il y a un flou, ouais, son affaire, je te promets, il y a un flou. Mais tu sais qu'en même temps, il y a du flou, mais en même temps, voilà, quoi. Le mec, il est pas parti au Club Med, hein. Non, mais attendez, les mecs. Attendez, s'il vous plaît. Si on condamne quelqu'un sur du factuel, il fait sa peine. Il y a des violeurs d'enfants, des tueurs, etc. en France, sans parler d'actes terroristes. Ils font leur peine, ils sont libérés de prison. On est d'accord? Ouais. Ce mec, il a été condamné sur quoi? Sur quoi il a été condamné? Je suis pas en train de le défendre. Hein. Les faits qui lui étaient reprochés et qui sont avérés, c'est qu'il est parti une première fois en Syrie rejoindre un groupe terroriste. Quand même, tu vois, c'est pas, je te dis, c'est pas une colonie quand même, et qu'il est revenu et qu'il ait voulu y retourner une deuxième fois. D'accord. Alors peut-être que là-bas c'était il allait éplucher les patates pour nourrir les troupes, etc. Non, mais le fait, sérieusement, les gars, on n'a pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc là-dessus, moi, je suis pas choqué. Je suis pas choqué parce que en plus on fait des aménagements de peine, donc on fait pas des aménagements de peine comme ça, il me semble. Il y a le mec, on le suit quand même depuis un certain nombre d'années. Même si le mec il fait semblant et in fine il arrive à avoir ses aménagements, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Et juste pour finir, parce que je vais pas prendre la parole plus longtemps, là je parle d'un aspect culturel parce qu'il y a des musulmans sur le plateau ou pas, je sais pas. Il y a des musulmans, c'est sûr, dans en auditeur. Et si Allah ne pardonnait pas, le paradis serait vide. Merci Fatah. Merci monsieur. Si Dieu ne pardonnait pas, le paradis serait vide. Voilà. Bon, merci beaucoup Fatah. En même temps, j'y étais la semaine dernière, il y avait pas grand monde, hein. Où ça? Au paradis? Ouais, c'était une boîte sur la 7. Non, je déconne. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette blague des grosses têtes. En même temps, c'est l'heure. Tout va bien. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et c'est l'heure du premier entretien. Oui, l'entretien d'admission. Un candidat direction Bagnolet, messieurs dames. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Et on file à Bagnolet pour ce premier entretien d'admission et on accueille Édouard de Noël. Bonsoir monsieur Édouard de Noël, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir et merci pour votre accueil. Vous êtes candidat dans cette ville proche parisienne, proche de Paris, Bagnolet dans le 93. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, vous présenter, vous, Édouard de Noël, qui vous êtes? Moi je suis un Bagnoletais. J'ai 35 ans, je suis un jeune père de famille, j'ai 2 petits garçons qui sont scolarisés en maternelle à Bagnolet et je suis surtout un habitant qui a envie, comme plein d'autres habitants, de s'intéresser à sa ville et de s'impliquer dedans. On a plein de personnes qui sont à Bagnolet très impliquées, très militantes et qui ont envie de s'intéresser à leur ville. C'est une liste citoyenne que vous proposez? Oui, elle s'appelle Bagnolet en commun. Ouais. C'est une liste citoyenne qui n'est soutenue par aucun parti politique et qui a surtout fait un constat que la ville allait mal, et un deuxième constat, c'est que les partis politiques en règle générale et à Bagnolet en particulier sont dans un état de délabrement assez important et que ça n'est pas avec eux a priori
qu'on peut demain construire quelque chose d'intéressant pour la ville. Alors c'est intéressant parce que vous nous dites que la ville va mal. Effectivement, elle s'est hissée à la première place des villes les plus endettées de France. Sur 36 000 communes en France, Bagnolet est la première ville la plus endettée de France. Oh, vous avez battu le Valois-Perret ? Et ouais. Respect. Alors respect, je sais pas. En tout cas, en 2014, la campagne elle s'est faite sur la dette. Ouais. Le maire 2014, a été battu. vous étiez troisième à l'époque. Et on était troisième. Le maire actuel termine son mandat en haussant Bagnolet à la première place des villes les plus endettées de France. C'est quand même significatif et c'est vérifiable par tout le monde. Comment vous justement allez-vous faire en sorte de faire évoluer dans le bon sens Bagnolet dans le classement des villes les plus endettées ? Alors d'abord, je pense qu'il faut avoir un discours d'humilité. Personne ne peut faire de la politique aujourd'hui en disant qu'en un mandat, on va réussir à tout changer, tout transformer. Ouais. Et surtout quand on a cette masse incroyable de dettes qui contraint forcément l'action publique. Donc aujourd'hui, il faut mettre des priorités à Bagnolet. On en a distingué 3. L'école, déjà, parce que les classes craquent à Bagnolet, parce que l'état du bâti, des classes, des écoles, des préaux, est très mauvais. Ouais. Donc il y a un plan d'urgence pour l'école qu'il faut mener et je pense, malheureusement, nous pensons que ça sera la seule priorité d'investissement du mandat qui vient, avec quelque chose qui coûtera un peu moins cher. Il y a des questions de santé qui se posent à Bagnolet. On a un beau centre municipal de santé. Il reste pas beaucoup de communes en France où on en a, des centres municipaux de santé. Ça permet l'accès aux droits, l'accès aux soins de la population. Il faut le renforcer, le moderniser. Ce sont les 2 axes principaux. Et puis après, on a toute une part de notre programme qui repose sur l'écologie et le cadre de vie. Voilà, dans une ville qui... Alors l'écologie c'est intéressant, Edouard de Noël, parce que vous proposez, vous, pour une politique de vélo à Bagnolet. Expliquez-nous. Alors, Bagnolet, c'est pas une île. On est collé à Paris, on est collé à des grandes communes qui se sont développées au sud, à Montreuil, au nord, au Lilas. L'enjeu aujourd'hui, c'est les interconnexions avec Paris, avec les autres villes de banlieue limitrophes, et il faut qu'on puisse absolument changer les modes de circulation. Ça veut pas dire non à la voiture, ça veut dire que partout, dans toutes les communes autour de Paris, il faut limiter la place de la voiture. La voiture, on en souffre à Bagnolet. On a l'autoroute A3 qui éventre la ville, on a le périphérique qui la longe. C'est nos enfants qui respirent la pollution atmosphérique chaque jour, donc on a à travailler aussi là-dessus. Oui. Alors il y a aussi donc ce déploiement concernant le vélo, très important. Vous êtes bien desservi côté transport en commun Bagnolet, non ? Oui, on a la chance d'être un pôle de transport important, une gare routière internationale, un arrêt de métro, un terminus du métro ligne 3 Gallieni, et puis des bus qui nous connectent directement à Paris. Donc on a la chance effectivement d'avoir des transports publics. Il y a des gens qui ont des idées pour aller un petit peu plus loin, mais ça n'est pas qu'une décision municipale. Il y a des quartiers qui aujourd'hui sont insuffisamment desservis. On a une ville qui est vallonnée. Venez voir Bagnolet, c'est pas tout plat. Donc voilà, c'est un enjeu. Les circulations dans la ville en règle générale et la connexion avec les autres villes, c'est un sujet très important. Alors vous proposez aussi une sécurisation des parcours professionnels des agents, un redéploiement des effectifs, un accent sur la formation professionnelle et une gestion des carrières qui ne fassent pas des agents des boucs émissaires faciles. Voilà, en l'occurrence, il y a aussi un problème de ce côté-là ? En fait, le constat est assez facile. Quand vous avez beaucoup de dettes, les premiers sur qui on tape, c'est les agents municipaux. Ouais. Donc, il faut savoir si nous sommes ce que nous sommes, des gens de gauche, on refuse. Vous êtes de gauche, oui. Noël. Ouais. Avec le cœur bien ancré à gauche, et on a fait un rassemblement autour de nous de toute la gauche. Des insoumis, des communistes, des écologistes, et puis des citoyens qui d'ailleurs se trouvent pas une étiquette sur les épaules, mais qui sont d'accord avec ces valeurs. Donc, faire de l'agent municipal... Donc vous êtes soutenu par la gauche alors ? On est soutenu par la gauche. Exactement. Être soutenu par un parti, être soutenu par la gauche, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin des étiquettes des partis pour se sentir à l'aise dans ses baskets. Et je pense que c'est ça le fond de la question pour nous. On a autour de nous des militants des quartiers populaires, des gens plus... vous disiez bobo tout à l'heure, des gens qui sont de nouveaux bagnoletais, des très anciens, des âgés, des jeunes, des gens qui viennent de tous les quartiers, parce qu'il y a un enjeu absolument prioritaire quand on veut faire une politique dans une ville,
c'est de pouvoir rassembler les gens. On fait pas les quartiers les uns contre les autres. Ouais. On n'abandonne pas des pans entiers de la population dans sa ville, sinon il n'y a pas de politique à mener. Propos des quartiers populaires, vous en avez quelques-uns à Bagnolet. Qu'est-ce que vous proposez comme changement drastique, Édouard Denouel? La première chose, qu'il y a eu beaucoup de problèmes dus à des ascenseurs en panne. À un moment à Bagnolet, on se souvient, Fatima Wassak, qui était chroniqueuse LGF, nous en parlait régulièrement. Il y avait de gros problèmes justement. Ouais, et c'est tout le cœur de ce qu'on est en train de faire. On a avec nous effectivement un militant qui a mené toute cette lutte pour les ascenseurs des tours qu'on appelle Logirep, donc c'est un bailleur privé. Ouais. Voilà, c'est un mouvement qui s'est mené sur l'auto-organisation. Chaouki, qui est avec nous, a été à la pointe de cette bataille-là. Il avait envie de s'engager et il est avec nous aujourd'hui et on en est extrêmement fiers. Très bien. Alors, il y a aussi un autre élément qui apparaît dans votre profession de foi, c'est une réduction drastique du train de vie des élus et de la haute administration de notre ville. Alors, est-ce qu'elle vit au-dessus de ses moyens, cette haute administration de Bagnolet? Il y a toujours une difficulté, quand vous n'êtes pas aux commandes d'une ville, c'est d'accéder à l'ensemble des informations et des documents qui vous permettent d'en juger. Mais selon les éléments qui sont en notre possession, je pense pas aujourd'hui qu'on soit en mesure de se payer un parc automobile. Je vois pas pourquoi le maire est conduit en voiture dans une ville où on peut tout faire à pied en 20 minutes. On peut avoir un pass Navigo. Ça paraît anecdotique, mais il y a des signaux de base qu'il faut savoir donner quand on est la ville la plus endettée de France. C'est pas rien, ça pèse sur tout le monde, sur les impôts des particuliers, ça pèse sur les tarifs de cantine qui ont augmenté violemment, notamment pour les populations les plus populaires. Donc il faut savoir faire des choix et se serrer la ceinture en sera un. Très bien. Alors, Édouard Denouel, candidat à Bagnolet sur France Maghreb 2 dans cet entretien d'admission pour peut-être être le futur maire de Bagnolet les 15 et 22 mars prochains pour ce qui est des dates de cette élection municipale. C'est votre première candidature ? Oui, c'est ma première candidature. Oui, première, très bien. Pas d'autres échéances Rien du tout. Rien du tout. Votre première, très bien. Pas de casserole? Eh ben, il va falloir que vous cherchiez, mais je pense pas, non. Moi, si je peux poser une question, oui, notamment vous avez parlé des quartiers populaires, et ça me tient à cœur. Concrètement, bon, on connaît la situation du 93, donc du département de façon générale. Là, concrètement, vous venez de dire que c'est une ville qui est extrêmement endettée, et on vient de dire que c'était même la première ville de France. C'est la première. Concrètement, comment on peut avoir des ambitions dès l'instant où, en termes de moyens, on n'en a pas? Alors, c'est pas très bonne question de Nadir Kaya. Ouais. Merci Christophe. C'est pas qu'on en a pas, c'est qu'on en a peu. Et on en a d'autant peu qu'il y a un rouleau compresseur qui s'est abattu sur les communes, qui est la baisse de la dotation donnée par l'État. Ça a été très violent pendant le mandat de François Hollande, ça continue. Et finalement, on coupe les ailes des élus, de leurs administrations, et c'est eux les premiers recours. C'est le premier bureau où vous allez demander un emploi, un logement, une aide tout de suite. On dit que c'est le premier élu qui a porté d'engueulade. Donc, on n'a pas aucun moyen, on a peu de moyens. Et aujourd'hui, il faut choisir où les concentrer. Et ne pas prendre des décisions hasardeuses. On est dans une ville, nous, à Bagnolet, il y en a d'autres en Seine-Saint-Denis, mais on est dans une ville qui a été livrée de manière anarchique aux promoteurs immobiliers. Il suffit de venir faire un petit tour sur nos trottoirs. Il faut que ça cesse, tout simplement, parce que on essaye de faire des afflux de population qui sont en fait des remplacements de population. C'est chimérique parce que les écoles craquent, parce que les équipements ne peuvent pas suivre. Et quand vous êtes dans une commune aussi endettée, vous pouvez pas tout faire. Rénover vos stades, rénover vos gymnases, proposer des équipements publics. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Ouais. C'est la première contrainte, c'est de faire des choix. Alors, il y a aussi un élément très important dans ce que vous proposez. Pour une ville sans publicité, chaque jour, nos yeux voient en moyenne 1200 messages publicitaires dans la rue ou à la maison. La publicité, c'est d'abord l'incitation à la surconsommation. Le but est donc de libérer l'espace public et développer des expressions citoyennes, Édouard Denouel. Quand je vous disais qu'on est de gauche, on est de gauche et écologiste, et la consommation. Donc l'écologiste, c'est de gauche, hein, on est d'accord. Ça ne peut être que de gauche.
Il n'y a pas d'écologie avec l'accumulation sans fin du capital. Brûler les ressources de la planète, ça ne permet pas de la faire vivre ad vitam aeternam, on s'en rend bien compte. Donc effectivement, la publicité, c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. On n'a rien inventé d'ailleurs. Il faut aller voir ce qui a pu se passer à Grenoble et dans d'autres villes. Ouais. C'est un bel exemple, Grenoble d'ailleurs. Sortons de la tête des gens les messages publicitaires incessants et utilisons nos murs pour parler d'autres choses, de citoyenneté, d'art, de poésie. Voilà, affichons le bonheur plutôt que d'avoir telle ou telle marque qu'il faudra pas citer sur une antenne. Ouais. Est-ce que c'est faisable concrètement lors de Noël, ça? Non, alors ça n'est faisable qu'à condition que ça soit progressif et que ça se fasse petit à petit, parce que encore une fois, vous pouvez pas raconter n'importe quoi aux gens. La publicité, c'est un revenu, donc il faut faire des choix. La première chose que nous souhaitons faire à Bagnolet, c'est d'interdire proprement, simplement, les panneaux publicitaires vidéo qui sont une hérésie absolue. Encore une fois, écologique, on ne rétro-éclaire pas la publicité toute la journée, c'est une hérésie absolue. Donc c'est une chose qu'on veut faire, mais parmi tant d'autres. Je vous invite d'ailleurs à suivre notre page Facebook, à regarder nos propositions qui vont être présentées. La page Facebook, c'est Bagnolet en commun. Bagnolet en commun. Je précise, toutes fins utiles, que Philippe Bouriaki étant candidat à cette élection municipale, c'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Évidemment, il ne peut pas être jugé parti. Autre sujet aussi que vous proposez, autre proposition, pour une police municipale de la tranquillité publique, prévention, médiation et cadre de vie. Création d'une police municipale. Il y en a pas à Bagnolet? Non, alors il n'y a pas de police municipale. De toute façon, c'est pas, ça n'est pas ça l'enjeu à Bagnolet. Il y a un enjeu. C'est dans votre programme. Il y a un enjeu. Non, c'était ça. Vous avez lu des pistes de réflexion qu'on a menées. On est en train d'établir notre programme. Il n'y a pas besoin d'une police municipale, il y a besoin à Bagnolet d'une brigade de l'environnement. Ce qui nous intéresse, c'est la question du cadre de vie. Ouais. Parce qu'à Bagnolet, venez voir, la police, elle est là et elle est bien là. Parce qu'à Bagnolet, il y a du trafic de drogue de manière très importante, dans plusieurs endroits de la ville, dont un endroit de vente assez important. La police est déjà là, la police nationale. Ce dont les gens ont besoin, c'est du lien, des interlocuteurs, des gens qu'ils croisent dans la rue, des médiateurs. Voilà ce qui est le cœur de nos propositions, c'est de réussir à remettre du lien dans la ville et à ce que les habitants aient des interlocuteurs. Et par rapport aux associations qui sont présentes sur le terrain, est-ce que vous avez compris qu'ils étaient un maillon essentiel de votre ville, qu'il fallait éventuellement, je sais pas moi quel rapport vous avez actuellement avec eux. Moi, pour connaître un petit peu ce problème, je sais que c'est très difficile dès l'instant où vous n'êtes pas affilié à un parti ou à un maire de pouvoir mettre en avant certaines actions citoyennes que certains aimeraient mettre en place et qui pourraient répondre à des besoins concrets qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers, notamment le fait de pouvoir accéder à l'art, à la culture, qui sont souvent des options assez difficiles, surtout quand vous êtes issu des quartiers populaires. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu par rapport à ça en termes de lien avec les différentes associations qui sont reconnues sur le terrain par rapport au travail qu'elles peuvent faire dans les différents domaines dans lesquels elles sont? La première chose dont on a besoin, c'est vraiment très important, c'est d'une transparence absolue sur le financement des associations. C'est quelque chose qui tient à cœur à nombre de Bagnoltais parce que c'est un sujet. Voilà. C'est comme ça qu'on dit, Bagnoltais. Exactement. Ouais. Et au féminin, on dit comment? Bagnoltaise. Bagnoltaise. Oui. Monsieur Bouriaki, taisez-vous. Le deuxième sujet, c'est effectivement de travailler avec les assos qui sont un maillon indispensable de l'engagement au quotidien. On a aujourd'hui des gens qui nous ont rejoints, qui ont fait le pari d'être associatifs et de ne pas solliciter de subventions municipales ou à une autre strate, de s'engager pleinement pour ne pas être contraint par le politique. Je vous invite à venir voir les vidéos sur notre page Facebook où on en parle. C'est quelque chose d'assez important.
parce que le lien avec le politique peut être un lien de soumission, donc c'est quelque chose qu'il faut rendre... Oui, on peut dire le mot, quelque part vous assurez de pas mettre en pratique le fameux clientélisme qui existe dans beaucoup de villes dites populaires et qui font que certaines villes, certaines associations sont subventionnées parce que elles sont très proches de la mairie, donc affiliées à tout ce qui se passe politiquement, et d'autres, moi je le vois, je vous le dirais sur Gennevilliers, où vous savez, la première chose que demande une association, ce sont des locaux. Bien sûr. En termes de moyens, c'est vrai qu'on peut faire des choses avec des moyens, mais pour connaître un peu la situation, on peut faire également des choses sans avoir de gros moyens, simplement une synergie citoyenne et des projets qu'on peut mettre en place. Mais la première chose qu'on demande de façon générale et globale quand on a une association, c'est un local ou une mise à disposition. Si dès l'instant on n'a pas de subvention. Est-ce que vous, là-dessus, c'est quelque chose que vous allez pratiquer avec toutes les associations qui feront une proposition? Vous allez faire un tri? Comment ça se passe? Alors, moi je suis pas en responsabilité aujourd'hui, mais il me semble indispensable. Vous aspirez à le devenir. Exactement. Il me semble indispensable, absolument, pour mettre de la confiance, que vous avez utilisé un mot qui est quand même important et qu'on rencontre chaque jour à Bagnolet, qui est celui du clientélisme. Ah oui, je connais la réalité dans les quartiers populaires et dans les villes dites populaires. C'est un poison absolu sur les attributions de logement, sur les attributions de places diverses et variées, de surtout, subventions, etc. Tout n'est pas acheté. Le maire actuel a essayé de faire quelques efforts. Notoirement insuffisant. Donc il faut redonner de la confiance aux gens, redonner de la confiance sur les mesures de transparence, mais de contrôle aussi. Il faut que ça fera partie de nos mesures, que les citoyens puissent contrôler, même durement, les élus, parce que aujourd'hui, les maires sont des petits rois locaux qui distribuent des prébendes et qui peuvent être tentés d'acheter telle ou telle association, tel ou tel responsable, personne qui a de l'influence sur leur territoire. Alors Édouard de Noël, on rappelle la page Facebook, donc c'est Bagnolet en commun. Bagnolet en commun, vous y allez pour voir l'ensemble des propositions du programme, évidemment. On termine, Édouard de Noël, vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi le 15 mars il faut voter Édouard de Noël quand on habite Bagnolet. Eh bien écoutez, les Bagnoletais vont arriver aux urnes, et des gens qui sont élus sans discontinuer dans le conseil municipal à Bagnolet depuis 25 ans vont se présenter à eux. Sauf que vous l'avez dit au début de votre intervention, Bagnolet a été la 3e ville la plus entêtée de France, désormais la 1re. Donc ces personnes qui vont à nouveau solliciter les suffrages sont comptables de cette situation. Il y a une liste de gauche qui ressemble absolument à la ville, qui dégage une énergie folle, qui est pleine de personnes compétentes, qui va se présenter à vos suffrages. Ce sont des gens qui sont prêts, qui sont motivés et qui demain feront une belle équipe pour faire le maximum pour leur ville. Merci Édouard de Noël d'avoir répondu à nos questions, et donc rendez-vous le 15 mars dans les urnes pour celles et ceux qui ont choisi de voter Édouard de Noël du côté de Bagnolet. À très bientôt. Merci à vous. Le LGF, messieurs dames, merci d'être avec nous, et l'entretien d'admission demain sera consacré à Omar Slaouti du côté de Argenteuil, candidat à Argenteuil, une très grande ville aussi de région parisienne que vous découvrirez demain, d'autres villes évidemment. Et je rappelle, si vous êtes candidat dans une ville, quelle que soit votre ville, que ce soit en région parisienne, en province aussi, Amiens, Dijon, Clermont-Ferrand, enfin toutes les villes où nous émettons, vous êtes évidemment les bienvenus pour ce faire. N'hésitez pas à nous contacter, bien entendu. Il y a une règle. Quoi? Il y a une règle, c'est un candidat par ville. Absolument, c'est notre règle ici. Premier arrivé, premier servi. On est obligé de s'excuser auprès de... Ouais. Bon, on verra, on fera peut-être quelques exceptions. Ah, ça y est, ça commence à faire des qualifs dans la règle. C'est jamais, quoi, tu vois. On peut être achetable, nous aussi. Hein. Ah, ça y est. Voilà. Des espaces publicitaires, acheter des espaces publicitaires. Je plaisante, évidemment. Alors, effectivement, il a bien dit, Philippe, un candidat par ville. Sauf pour les grandes villes, évidemment, on sait qu'on s'autorisera peut-être à recevoir plusieurs candidats pour ce qui est par exemple de Paris, de Marseille et d'ailleurs. Pour ce qui est des villes un peu moins importantes, un candidat par ville. Première arrivée, premier servi, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Christophe Le Grand Forum sur Facebook, sur la page Facebook France Maghreb 2, sur tous les réseaux, Twitter, Le Grand Forum Philippe FM2, bref. Philippe aussi. Non, lui, si. Non. Si, c'est moi qui gère le planning, donc forcément. Entre autres. On est plein de gens à gérer. N'hésitez pas donc à vous solliciter, donc à vous présenter, et vous passerez ainsi votre entretien d'admission comme l'a fait Monsieur de Noël, candidat à Bagnolet. Je rappelle la question du jour aujourd'hui, donc Flavia Moreau.
premier djihadiste français condamné vient d'être libéré après 7 ans d'incarcération, considéré comme toujours très radicalisé. Il fait l'objet d'une surveillance judiciaire et administrative. Comprenez-vous cette libération? Vous êtes en grande majorité à dire non à 70% pour l'heure. Voici le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut dire... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, pour commencer dans ce zapping, messieurs, dames, retour sur cette phrase prononcée par le Premier ministre sur France 2. Édouard Philippe a déclaré « Il faut savoir terminer une grève ». D'où provient cette phrase et l'a-t-il prononcée jusqu'au bout? Visiblement non, écoutez. Comme l'a très bien dit le Premier ministre l'autre jour sur votre antenne, il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre. Il faut savoir finir une grève. Il faut savoir terminer une grève. Savoir terminer une grève. La citation est empruntée au leader communiste de l'époque du Front populaire, Maurice Thorez. Le président de la République reprenait effectivement une citation de Maurice Thorez en 1936. Il faut savoir arrêter une grève, dit François Hollande. Sauf que, comme l'a justement fait remarquer Pierre Laurent, le successeur de Thorez au PCF, la formulation de François Hollande n'est pas complète. La fin de la phrase, c'est dès que satisfaction a été obtenue. Si satisfaction a été obtenue. Dès que satisfaction a été obtenue, avait déclaré l'ancien secrétaire général du Parti communiste lors du Front populaire en 1936. 9 juin, l'Assemblée commence à débattre de la loi créant les congés payés et ramenant la semaine de travail à 40 heures, et pourtant les grèves continuent. Mais les grèves continuent. Le 11 juin, il y a 2 millions de grévistes, le gouvernement semble impuissant, le syndicalisme débordé. Le 12 juin, Maurice Thorez, secrétaire du PCF, déclare « Il faut savoir arrêter une grève si satisfaction a été obtenue ». La phrase d'après, c'est « Il faut savoir accepter le compromis si l'essentiel a été obtenu ». Vous connaissez cette phrase, il faut savoir terminer une grève. La fin de la phrase, c'est dès que satisfaction a été obtenue. Il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre. Dès que satisfaction a été obtenue. Il faut savoir terminer une grève. Dès que satisfaction a été obtenue, avait déclaré l'ancien secrétaire général du Parti communiste lors du Front populaire. Voilà, donc monsieur le Premier ministre, quand on reprend une phrase, autant la prononcer jusqu'au bout et bien la reprendre, quand même, monsieur Philippe. Ouais, non mais c'est vrai. Bah oui, mais en même temps, ils connaissent pas leurs classiques, ces gens-là. Ils le connaissent très bien, c'est sciemment. Non, ils ont des éléments de langage et ils répètent tout ça en boucle sur tous les plateaux de télé. Mais je vais être cru avec la. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut savoir terminer une grève? Oui, quand satisfaction a été obtenue. Bah oui, quand on a la phrase jusqu'au bout, donc. Voilà, oui. Effectivement. Bien sûr. Donc, Édouard Philippe... Puis j'ai envie de dire au Premier ministre et au Président, il faut savoir arrêter une réforme lorsqu'elle est mauvaise. Ah oui. C'est aussi, bien vu. Alors, justement, tiens, on parle de violence policière. Et Emmanuel Macron, le président de la République, monte le ton, hausse le ton. Voilà qui ne plaît pas d'ailleurs franchement aux syndicats de police. Écoutez, nos confrères de LCI qui en ont parlé ce matin dans la matinale. Lui a un peu braqué les syndicats de police hier. Oui, le président estime que certains comportements ne sont pas acceptables et il réclame des propositions pour améliorer la déontologie. Une fermeté qui irrite certains policiers. Yael Chambon. Après le ministre de l'Intérieur lundi, c'est le chef de l'État en personne qui a rappelé à l'ordre les policiers. J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. Il y a eu très clairement des images, des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Croche-pied, tir de LBD à bout portant et usage disproportionné de la force. S'ils ne cautionnent pas ces agissements, les syndicats de policiers trouvent ces déclarations malvenues après la mort d'un de leurs collègues à Bron et des attaques de plus en plus violentes lors des manifestations. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un individu jette des pavés à la tête des policiers ou des cocktails Molotov? C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Que s'est-il passé dans ce pays où on n'hésite pas à attaquer des policiers et voire à tenter à leur vie? Lorsque des individus s'en prennent à leur intégrité physique, pardon de le dire, mais les condamnations sont extrêmement faibles. Des policiers au contact, souvent en première ligne, comme les Braves, les brigades de répression de l'action violente. Au ministère de l'Intérieur, on annonce qu'une réflexion globale est en cours pour améliorer la stratégie du maintien de l'ordre, allant de la formation aux techniques d'intervention. Voilà pour ce qui est donc du ton d'Emmanuel Macron concernant les policiers après Castaner lors de ses vœux lundi. L'exécutif dit qu'il s'empare de ce problème qui est dénoncé depuis longtemps, évidemment. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux souhaite réagir.
Bah, écoute, moi je vous invite, franchement et honnêtement, c'est pas parce que je connais qui a fait ces prises de vue, à aller voir sur la page Christophe Le Grand Forum, la page Facebook, voir nos lives pendant les dernières manifestations. Et vous ferez vous-même votre propre idée. Faut m'expliquer quel est l'intérêt, lorsque tout se passe bien, qu'il y a un groupe d'une vingtaine de CRS ou de gendarmes mobiles qui se mettent en plein milieu de la manifestation, par exemple à la place de la République, qui viennent au contact de manifestants qui n'ont rien demandé, et puis d'un seul coup on voit des grenades lacrymogènes qui partent dans tous les sens, et là effectivement il y a des échauffourées commence, et je vous invite à regarder la partie 4 de samedi à Dominy, lorsqu'il y a un manifestant qui me dit regarde la vidéo là, et on voit un type style Black Bloc en train de casser une vitrine de la HSBC, et puis d'un seul coup il est repéré par des vrais Black Blocs qui identifient un policier, qui le course, le type se sauve, il trébuche, il va au contact des CRS qui s'écartent, qui le font passer, qui referment et qui chargent. Enfin, à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de manipuler les gens. Je crois qu'il faut arrêter de nous prendre pour des godots. Je suis pas, puisqu'il y en avait un tout à l'heure qui m'a dit que j'étais du côté de la CGT, pas du tout. Qui t'a dit ça? Ouais, quelqu'un sur ce matin, lorsque je faisais un live. Pas du tout. On est ni pro CGT, ni pro policier, ni pro quoi que ce soit. On filme et on montre les choses qui se passent. Moi, j'ai été pris à partie par trois antifas, 3 ou 4 antifas. On a eu une conversation très soutenue, parce que ils en avaient marre de voir sur les chaînes d'infos qu'on les montrait eux en train de jeter les cocktails Molotov, mais pas de montrer la racine. Mais globalement, je pense que vous pouvez nous voir dans les vidéos. Moi, j'ai pas de garde du corps. Je suis bien identifié partout, France Maghreb 2, et je suis au milieu des antifas, au milieu des Black Blocs, enfin des pseudo Black Blocs, puisque au milieu des grévistes, au milieu des manifestants. Enfin, je suis pas pris à partie, je suis pas invectivé. On a assisté à des scènes où on était bloqué à Fille du Calvaire par des lignes de gendarmes mobiles, alors que on avait encore 600 mètres à faire. Et les échanges qu'il y avait, c'est les manifestants, ils leur disent mais nous on n'est pas contre eux, on n'est pas contre les policiers. Il faut qu'ils posent le bouclier, il faut qu'ils posent le casque et qu'ils soient avec nous. Donc je crois que les consignes sont bien claires. Mais c'est bienvenu quand même que le pouvoir, l'exécutif, s'empare de ce sujet. Bah écoute, on est à 60 jours du premier tour des élections municipales. Le gouvernement... Est-ce que ça a un rapport? Mais évidemment, là, bien sûr. Là, je fais un parti pris. Là, vous pouvez m'accuser de parti pris, et je vais vous expliquer pourquoi du comment. Et je l'ai dit plus d'une fois. Vous avez bien vu que la Macronie, la REM, ils n'ont ni foi ni loi. Un coup, ils sont avec des gens de droite, un petit peu comme Génération Écologie d'ailleurs. Un coup, ils sont avec des gens de gauche, un coup, ils sont avec des gens du centre. Enfin, bref. D'ailleurs, souvent, ils disent à leurs candidats, surtout, si vous êtes sûr de ne pas gagner la ville, ne mettez pas le logo La République En Marche. Ils ont besoin de grands électeurs. Pourquoi? Parce que dans la foulée, il y a des élections sénatoriales, et c'est les grands électeurs qui votent pour les sénatoriales. Et s'ils n'ont pas les 3/5 du Congrès, c'est ça qu'il faut bien comprendre l'enjeu derrière. Ils ne peuvent pas changer la Constitution. Et quand tu demandes pourquoi vous voulez changer la Constitution, parce qu'elle a l'air d'être bien là quand même, personne ne te répond. C'est quoi le loup qu'il y a derrière? Le loup, c'est de donner les pleins pouvoirs à un président qui puisse se représenter 2 ou 3 fois, qui nous fasse le coup au deuxième tour. Je suis à chaque fois avec Marine Le Pen, et il y a un danger réel. Ils sont, un minimum de conviction. Alors je veux bien qu'on dise oui, non, mais on va regarder les élus de terrain, machin. Nous, il y a un candidat dans notre ville qui ne veut pas mettre le logo de La République En Marche. Et ben, il était prêt à dealer avec la maire de la ville, et quand elle n'a pas voulu lui, à ce moment-là, il a monté une liste. Moi, je lui reproche plein de choses à la maire de la ville. Je suis son opposant principal, et je crois qu'ils ont même fait dans la presse que je sois son opposant principal, et ça me va bien, cette histoire. Simplement, il y a un minimum de conviction. Quand t'es prêt à bouffer à la gamelle avec n'importe qui, tu vas pas après dire, ouais, mais la maire, elle est pas bien, elle est pas ceci, elle est pas ça. Il y a un mois, il était prêt à dealer avec elle. Si elle avait dealé avec elle, il m'aurait pas appelé le lendemain pour me dire, viens, on fait un truc ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, ils ne respectent rien. Et tellement qu'ils respectent rien, l'objectif c'est qu'il y ait moins de monde dans la rue. Pour qu'il y ait moins de monde dans la rue, eh ben tu les gazes. Ils ont gazé des mamies, des enfants, des personnes pacifistes. On s'est fait gazer samedi dernier de Dominil à Bastille, de Bastille à République. Ça a été l'enfer. Et franchement, j'en ai pris du gaz toutes ces dernières manifestations, mais celui-là, il était ultra corrosif. Nadir Kaya, est-ce que c'est bienvenu que l'exécutif s'empare? Oui, Nadir, il est où là? Qu'est-ce qu'il faut? Nadir, on a l'émission, hein, mon Nadir. Alors oui, je voulais dire que Boyaki, faut voter pour lui. Nadir, mais non, faut pas dire ça, on est à la radio. Non, t'as pas le droit. Quand même, c'est quelqu'un de bien. Nadir Kaya, on est en pleine émission, mon vieux, hein.
Non, mais je crois qu'il veut se présenter à Bagnolet, visiblement. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de dealer des subventions pour son association, je crois. Ouais. Ils sont comme ça, les mecs. Donc il est quand même politisé, quand même, le Nadir Kaya. Quand il va entendre le replay, il va me tuer. C'est ça. Non, mais bon, d'accord. Le truc, je te dis, je te donne mon avis personnel, délibérément. Et tu vois, je rencontre plein de gilets jaunes qui me disent, nous, on lâchera pas, on se fait matraquer toutes les semaines, on se fait gazer toutes les semaines. Il y en a un qui a passé, qui est resté 48 heures en garde à vue, quelqu'un qu'on appelle le loup, qui est adorable et tout, Raph. Il vient, il fait des bisous aux policiers. Ils lui ont collé un outrage pour menace de mort. Il a dit, mais au juge, je leur ai dit que je les aimais et que je leur en voulais pas et que je leur pardonnais. Ouais. Et c'est ce qu'il dit tout le temps, je te jure. Bon, bah, il a quelques DSP et quelques 8-6 dans la tête. Mais je te jure, moi, je l'ai vu à plusieurs manifestations. Le mec, c'est un amour, c'est une boule d'amour. Sauf que les types, ça fait 7 heures qu'ils sont debout, ils ont pas mangé, ils ont pas fait pipi, ils ont marché à reculons pendant 4 km. Puis à un moment donné, on leur dit, faut pousser un petit peu, faut évacuer. La manif, elle est prévue, rappelle-toi, à Châtelet. C'était prévu à 19h. À 17h, ils donnent le coup d'envoi. Ils ont chargé comme des fous. Enfin, heureusement qu'on était là pour montrer la véracité. Et je voudrais remercier quand même d'autres copains, Eric de Radio. De retour. Et ma journaliste préférée, Tétel, Christelle. Mais Nadir, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de choyer les invités en leur souhaitant un bon retour et en finalisant un petit peu le propos. T'as des locaux pour ton association, des subventions. Non, j'ai un peu parlé de ce qu'on faisait et il avait l'air extrêmement agréablement surpris. Donc je lui ai dit qu'en banlieue il y avait beaucoup de choses positives et qu'il fallait s'en servir. Bon, Nadir, on a écouté dans le zapping la violence policière. Macron qui hausse le ton par rapport à ce qui s'est passé, différents actes de violence policière, notamment cette jeune femme à qui on a fait un croche-pied, ou encore cette femme qu'on a tabassé, une infirmière du côté de Lille, ou d'autres faits. Mais évidemment, tout cela est en rapport avec la mort de ce livreur Cédric Chauviat, qui a été reçu d'ailleurs. La famille a été reçue hier par Castaner. Qu'est-ce que tu penses de ce changement de ton et que l'exécutif s'empare de cette violence policière que nous on dénonce, ça fait pas d'aujourd'hui. Alors comme pour un autre débat, à partir de combien de morts? Il va falloir comprendre qu'il y a un vrai problème en France avec la police. Dans les quartiers, on le vit depuis toujours. Oui. Pas depuis 10 ans, ni depuis des Gilets jaunes. Depuis toujours, il y a une certaine police qui se permet certaines choses. Après, je rentre pas dans le débat. Oui, mais vous savez, la banlieue, c'est très dur. On le sait. Mais c'est pas une raison. La police française, elle est garante de la sécurité et du bien-être des uns et des autres. Ouais. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des policiers qui font tout et n'importe quoi depuis toujours. Pas depuis hier, depuis toujours. Simplement parce qu'ils sont couverts par la justice. Pourquoi? Parce que ces policiers... Dans la hiérarchie plutôt. Oui, mais au sein de la police, c'est accepté, c'est couvert. Quand vous avez un policier qui commet un acte condamnable, mais pourquoi il n'est pas condamné? Parce que déjà il est couvert par sa hiérarchie, et même plus haut. Donc on minimise, on joue la montre, on donne pas d'informations. Bon là pour Cyril, je pense que tout a été très vite parce que ça a été filmé. Cédric, pardon. Mais pour d'autres affaires, que ce soit Adama ou tous ceux qui sont morts sous les mains entre les mains de la police ou des gendarmes, ces gens-là, ils auront jamais justice. C'est fini malheureusement, même s'il y a encore des collectifs aujourd'hui, parce que au-delà du fait qu'on peut dire oui c'est des Arabes et des Noirs, je pense que ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est une réalité. Mais il y a un problème en France parce qu'aujourd'hui, au sein de la police et de la gendarmerie, il n'y a pas une hiérarchie qui est suffisamment respectueuse des règles et des lois de notre pays pour pouvoir dire stop, quand un policier ou un gendarme fait quelque chose de répréhensible, il faut le punir. Parce que d'une part, parce qu'il a commis quelque chose de condamnable, et d'autre part, vis-à-vis de ses collègues aussi. Mais en France, la police et la gendarme sont parfois, on parle de tabou, d'un certain silence, mais ils sont aussi complices parce que ces gens-là ont des collègues. Donc voilà, comme différentes affaires où ils étaient plusieurs à tabasser un mec, les collègues n'ont pas dénoncé parce qu'il y a la loi du silence aussi au sein de la police. Il y a la pression. Donc il y a un vrai problème. Macron, il y a la pression des policiers qui se doivent. Alexandre Langlois nous racontait ici, c'est pas un secret, que n'ayant pas été formé au LBD, il a vu un collègue être obligé parce que sa hiérarchie lui a demandé de porter du LBD, quitte à peut-être l'utiliser. Heureusement il l'a pas fait, mais il aurait pu l'utiliser et mal l'utiliser, et c'est pour ça qu'on assiste à des accidents. Et c'est ce qui s'est passé durant un an des Gilets jaunes.
jaunes. Pourquoi? Alors quand on lui dit, quand le mec dit non, j'ai pas envie de porter le LBD, on lui dit écoute, t'avais pris des vacances en juillet, on peut te les décaler de 3 semaines. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans la police. Ouais, mais c'est navrant parce qu'entre temps il y a des vies perdues, il y a des gens qui meurent pour un simple contrôle de police. Mais ça c'est, je crois que les gens malheureusement, je le souhaite pas, mais il s'agit pas de généraliser à toute la corporation. Hein, oui, non, mais là-dessus il y a pas de débat. En plus il y a des policiers, des policiers, heureusement. Mais heureusement, et il y a des policiers et des gendarmes qui sont issus de nos quartiers populaires, donc qui connaissent la problématique. Mais simplement eux-mêmes te le disent quand tu discutes avec certains, ils te disent oui, effectivement, au sein de la police. Et je sais qu'il y a des statistiques qui démontrent que la grande majorité des policiers sont de tendance RN. C'est aussi une réalité. Il y a même eu, je crois, un article sur le fait qu'il y aurait des nazis au sein de la police. Donc, on dit pas, bien sûr, que c'est pas la majorité, mais il y a une minorité. Cette minorité, elle est nuisible pour la police et elle est nuisible pour les Français, et notamment pour certains, parce que on peut se lever à 10h et être mort à midi, et pour un simple contrôle de police. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Effectivement. Suite de ce zapping, on revient à la dure réalité de la politique. Sur CNews, il était l'invité Bruno Retailleau. Vous connaissez. Pour lui, il ne reste rien de cette réforme des retraites, elle n'est pas universelle, c'est ce qu'il a tenu à rappeler, écoutez. 42 jours de grève. Justement, pour rien. C'est extraordinaire. Pour rien. La devise d'Emmanuel Macron, c'est sembler faire, mais faire semblant, bien sûr. Parce qu'il ne reste plus rien de cette réforme. Cette réforme, on nous l'avait promis universelle. Elle n'a rien d'universel. Ce sera une réforme à la carte, puisqu'il y a au moins une dizaine de régimes qu'on n'appelle plus des régimes spéciaux. Moi, je suis contre les régimes spéciaux, mais qu'on appelle maintenant des régimes spécifiques. Donc c'est une universalité à la carte. Ensuite, il avait dit, voilà, c'est une réforme qui sera juste. Mais cette réforme, elle est profondément injuste. Ah bon? Bien sûr, je vous en donne un exemple. Vous soutenez les grévistes et les... pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi, Monsieur Martinez, moi, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais simplement, je le dis, y compris à notre électorat, c'est pas parce que Monsieur Martinez promène sa moustache dans les rues de Paris que la réforme, elle est fabuleuse. Non, elle est injuste. Et pourquoi? Eh bien, je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que plus vous allez gagner d'argent, plus vous avez un gros salaire, moins vous allez cotiser? Par définition, le chef, c'est celui qui commande. Voilà. Il faut des consignes claires. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours rejeté le terme de violence policière. Parce que certains, dans les mouvements très activistes, ont voulu faire une sorte de symétrie entre l'ultra-violence des Black Blocs et la soi-disant violence policière. Non, je pense que les policiers et les gendarmes sont là pour nous protéger. Quand il y a des comportements individuels absolument injustifiables, la main ne doit pas trembler. Elle doit sanctionner de façon la plus claire pour protéger ce corps qui protège la République. Et si on n'avait pas eu nos policiers, nos gendarmes, qui sont en plus épuisés, et donc quand on a des hommes ou des femmes qui sont épuisés, bien sûr qu'il peut y avoir des comportements qui peuvent franchir un certain nombre de frontières. Il ne faut pas l'accepter, mais il faut tout faire pour ne pas en venir là. On comprend que le LR, en soit là. Hein. Avec de tels discours de Bruno Retailleau. On l'invite à venir en manifestation, Bruno Retailleau, il va voir ce qui se passe. Hein. Non, mais il est complètement en décalage avec la réalité. Tous les Français ont besoin de la police, ça c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais quand on pointe du doigt une minorité, c'est parce que cette minorité tue. Et je crois que les gens, je leur souhaite pas ça, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une personne de leur famille qui soit tuée par les mains de la police pour comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche en France? On est quand même un pays de droit. On a une histoire, ok, il faut une police, mais on est tous d'accord, il faut aussi des moyens. Et aujourd'hui que Macron et d'autres... Quelle langue de bois de Retailleau quand même. La langue de bois. Oui, mais c'est normal parce qu'il n'est pas concerné. Et puis là, voilà, il veut répondre politiquement présent parce que il n'existe plus, que ce soit lui ou son parti. Donc automatiquement, c'est des gens qui surfent un peu sur la situation. Mais nous, citoyens du terrain, on voit très bien qu'il est en décalage avec la réalité. On n'est pas pour faire le procès de la police, mais on est un petit peu quelque part pour faire un moratoire avec la police aussi, et avec les banlieues, parce que on est lié, parce que la police elle est dans les quartiers depuis toujours, elle y est tous les jours, ça aussi il faut le comprendre. Donc à partir de là il y a des tensions, il y a des choses qui se passent, et à partir de là si on veut réellement être serein et trouver enfin des solutions, c'est toujours pareil, il faut se mettre autour de la table. Donc là aussi j'en profite une bonne fois pour toutes pour Monsieur Macron et son équipe, s'ils nous entendent, il y a urgence à se mettre autour de la table et une bonne fois pour toutes d'essayer d'envisager de trouver des solutions que personne n'a réussi à trouver ou à mettre en œuvre réellement pour les quartiers populaires et donc pour la France. Que t'inspire Retailleau, Philippe Borecki? Peu. D'accord, très bien. Alors tiens, j'avais pour finir ce zapping, Pascal Praud, son émission L'heure des pros, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé et je suis tombé là-dessus sur CNews. Il recevait la représentante de Griveaux pour les municipales à Paris. Et il en a profité pour dénoncer un fait du côté de Biarritz concernant la République en marche. C'est assez cocasse, écoutez. Franchement, vous êtes tombé sur la tête, hein, la République en marche. À Biarritz, non mais je vous le dis gentiment,
Comment tu peux? Par qui, Pascal? Les bagarres, les listes concurrentes, ça Mais ils sont au gouvernement tous les deux. Ah merde, oui. Secrétaire d'État et un ministre qui vont s'affronter à Biarritz. C'est vrai. Ils marchent sur la tête. Mais vous marchez, franchement, vous marchez non pas en bas, mais vous marchez sur la tête. La situation est déjà pas simple à Paris, donc je vous propose de parler de Paris et pas... Non mais à Biarritz, j'ai appelé ça porte-parole de Griveaux, pas Domain. Non mais voilà, moi je suis elle est porte-parole de Griveaux. Je suis porte-parole de Griveaux. Mais il est pas assez bon, paraît-il, c'est le bordel. Pascal Praud qui se lâche, hein. Il paraît que c'est le bordel pour Griveaux à Paris. Bref, alors là quand même c'est assez cocasse quand même, Biarritz. Un secrétaire d'État et un ministre qui vont s'affronter pour les municipales. Non mais moi, MDR. Moi Christophe, si je peux me permettre, au-delà de ça, ce qui me choque, c'est que ce soit des gens en fonction, en place, qui souhaitent se présenter pour les municipales, mais qui démissionnent tout de suite. Ouais. Et à un moment donné, il faut faire son travail. Déjà, on voit que Macron et son gouvernement a du mal à faire son travail et à entendre les Français. Et puis là, t'as des gens, donc t'as un ministre, tu m'as dit un secrétaire d'État qui se présente. Mais attends, face à face. Ouais, mais peu importe, face à face, donc contre, en fin de compte. Ouais. Ce sont des oppositions. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont encore en fonction, qu'ils quittent le gouvernement et qu'ils aillent faire leur campagne, même si ils ne quitteront que s'ils sont élus. Ouais, mais moi, ça me dérange ça. Bah voilà, il y a des choses à changer en France et je pense que ça, c'est une incohérence par rapport à ce système. Bah si, parce que tu vois, au moins Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, ils ont démissionné. C'est vrai. Voilà, moi je pense que c'est un truc qu'il faut imposer à toutes les personnes qui se lancent dans des campagnes. Dès l'instant où vous êtes au gouvernement, soit vous y êtes et vous travaillez, soit vous démissionnez et vous allez faire autre chose. Bon, très bien. Philippe, on est d'accord? D'accord. Dans un instant, on va voir si tu vas faire le quiz dans un instant. Et je viens de recevoir un message sur mon portable. Allez Nadir pour le quiz, écrase-moi le Philippe. À tout de suite. Il est pas signé le message. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, Nadir Kaya, Philippe Poriaki qui vont s'affronter maintenant dans le quiz de l'actualité pour terminer cette émission tranquillement. Je précise et rappelle qu'à partir de lundi, messieurs, dames, auditrices, auditeurs, vous aurez l'occasion de pouvoir parier sur le gagnant, enfin sur votre parier sur votre candidat préféré. Et vous pourrez gagner, on vous offrira des vêtements. On a une série d'une petite marque basée en Seine-Saint-Denis qui offre des vêtements à offrir aux auditeurs. Il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a des serwals, il y a des coupe-points, il y a plein de trucs sympas, des tenues. On vous offrira cela. Il suffira de vous inscrire par SMS. Je vous expliquerai tout, évidemment. Quoi? Un burkini, non? Non, il n'y a pas de burkini, non. C'est tendance, hein? Oui, je sais, mais non, il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas listé, en tout cas. Donc, à partir de lundi, on vous offrira un petit cadeau que vous recevrez à la maison, voilà, pour avoir, peut-être fait un bon pari. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entraînez-vous dans votre voiture, vous êtes de retour du travail, vous dites, tiens, il y a Nadir Kaya, il y a Philippe Poriaki, moi, je parie sur qui? Eh bien, allez-y. Les paris sont ouverts. Voici le quiz, messieurs, dames. Le quiz. Avec toujours mes petites questions en rapport avec l'actualité. Philippe Poriaki, je rappelle hier que Rudy Kazi a battu Abdeslam Itache. 4-1. Ne pariez plus sur Abdeslam, moi je vous dis, il bouge plus de 15 là. Première question. Combien de violations israéliennes contre des Palestiniens aux frontières de Gaza en 2019? En 2019? Ouais. Ah, il y en a eu... Une cinquantaine. Beaucoup plus. Beaucoup plus. 243. Beaucoup plus. Non, 2500 et des... Non, moins. 1500. Moins. 1004. Moins. 1003. Moins. 822. Un peu plus. 903. Non, plus. 950. Plus. 980. Plus de 1000. Plus de 1000. Ah, 1100. 1050. Un tout petit peu moins que 1100. 1070. 1090. Un tout petit peu plus. 1080. 1095. 1090. 1097. Moins. 1080. Non, 1088. Je dis. 1095 moins. 1092. 14. Ah, j'ai marqué avant. 1094, effectivement, c'est un chiffre. Combien de violations israéliennes contre des Palestiniens aux frontières de Gaza? 1094 en 2019. Voilà. Oh, ça va, c'est... Premier point pour Poriaki. Qui a révélé hier soir que l'exécutif menaçait de mettre fin à ses fonctions? Quel exécutif? Ici en France? Qui a révélé hier soir que l'exécutif menaçait de mettre fin à ses fonctions? Ah, Ségolène Royal. Bah oui, quand même. Ah oui. Ambassadrice des pôles. Ségolène Royal. Ouais. Qui est très très mal apparemment. Ah ouais, là il y a une enquête. La fameuse ambassadrice. La fameuse ambassadrice des pôles. Qui a normalement un devoir de neutralité, mais qui n'arrête pas de tweeter de réserve, mais qui n'arrête pas de tweeter des petites balivernes sur le gouvernement, et ça appelait pas, donc on lui a dit gentiment. De Donald Trump. Ah oui, le tweet de Donald Trump, oui, non, on va pas en parler.
Qui déclare cette petite phrase à propos de la négociation sur les retraites? Cette réforme a été extrêmement mal menée. Martinez. Alors, non, c'est pas Martinez, cherchez pas de ce côté-là, cherchez plutôt du côté d'un monsieur qui a été extrêmement influent vis-à-vis des présidents depuis des années. Attali. Attali est une bonne réponse. Jacques Attali. Pour Jacques Attali, cette réforme des retraites a été extrêmement mal menée J'ai reçu par un téléphone l'exécutif. ce matin d'Attali. Il me demande si je veux être président en 2022. Je sais pas. Je sais pas encore. Je réfléchis, Jacques. 3-0. Pour dénoncer le manque de moyens dans les hôpitaux publics, combien de médecins ont démissionné? 1000. Un tout petit peu plus. 1200. 1200 est une excellente réponse. Et parmi ces 1200, 600 chefs de service. Ouais. Oh, c'est chaud. C'est une menace, hein. Je pense que ça n'a pas été encore. Ils ont démissionné. En fait, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Je crois qu'ils ont envoyé un courrier de la partie administrative. La partie administrative, absolument. C'est normal. Dernière question. Le groupe Auchan a annoncé la suppression de combien d'emplois? 2000. Non, moins. 1500. Moins. 1000. Moins. 500. 500 est une excellente réponse. Victoire de Philippe Boriaki de ce quiz. 3-2. Belle victoire, Boriaki. Bravo. Et bravo Nadia qui s'est bien défendu. derrière toi. J'arrive. Rendez-vous demain sur France Maghreb 2 avec les rendez-vous d'Anna. On recevra un designer mondialement connu. Il a fait les Fashion Week de Paris. Il propose des caftans marocains. Il sera l'invité des rendez-vous d'Anna. Et côté municipal et entretien d'admission, c'est Omar Slaouti qui est candidat lui à Argenteuil, une grande ville de région parisienne, qui viendra se présenter à vous. Et vous, amis auditrices, auditeurs, amis électeurs, électrices de Argenteuil, vous pourrez évidemment l'interpeller. Bien entendu, pour lui poser vos questions. Merci mon Nadir Kaya, à très vite. Merci à toi, merci à tous, bonne soirée. Merci mon Fifi. Merci. Et peut-être demain Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura des lives parce qu'il y a une grosse manif demain. Ah oui, c'est vrai. Tu y vas? T'es prêt à faire gazer encore, encore? Je sais pas. T'as pas assez pris, toi. Ouais. T'aimes ça en fait. Non mais attention, non mais vraiment. Le LGF, c'est une drogue quoi. Ouais. J'ai l'impression, oui, donc tu peux plus t'en passer. Mais non mais c'est pas ça, c'est qu'en plus je rencontre plein de potes, etc. Tu vois, c'est ça qui est formidable. Non, sérieusement, blague à part, je rencontre vraiment les vrais gens de la vraie vie, des gens qui aiment les autres et discuter, c'est top. Voilà, non, sérieusement, c'est extraordinaire. Bon, eh bien, suivez en tout cas la page Christophe Le Grand Forum parce qu'il se passe toujours quelque chose. C'est comme à Orly, il se passe toujours quelque chose sur le Grand Forum. Voilà, c'est ça. C'est pas mal ça comme slogan. Merci à tous, bonne soirée, retour demain évidemment, et on parlera des Ouïghours parce qu'il y a un gros rassemblement aussi vendredi. Bon rassemblement samedi, on en parlera vendredi devant l'ambassade de chinoise à Paris. Il est pour l'heure 18h précise sur France Maghreb 2. C'est l'heure du journal et du rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le soutien d'Emmanuel Macron aux forces de l'ordre. Le chef de l'État était devant la presse tout à l'heure pour ses vœux. Et s'il exige une police exemplaire, il regrette dans le même temps la flambée de la violence dans les rues, vous l'entendrez. Ségolène Royal dans la tourmente. L'ancienne ministre est visée par une enquête pour ses dépenses en tant qu'ambassadrice d'épaule. Et puis du football ce soir avec Monaco-Paris Saint-Germain. Après un enthousiasmant 3-3 au Parc des Princes, dimanche dernier, les Monégasques à domicile voudront faire tomber les Parisiens. Bienvenue dans ce journal. Emmanuel Macron condamne les violences de la rue. Le président de la République l'a dit il y a quelques minutes lors de ses vœux à la presse à l'Élysée. Il a tenu à rétablir la confiance des Français envers les forces de l'ordre, des policiers et gendarmes accusés d'être à l'origine de bavures ces derniers mois. Écoutez. Je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui s'engage dans la police ou la gendarmerie pour être violent. Il est là pour protéger l'ordre public. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous êtes attaqué, cambriolé, vous faites appel à eux. Il y a d'abord une violence qui s'est installée dans la rue, dont on avait vu les premières traces au moment d'ailleurs de l'occupation de Notre-Dame-des-Landes, qui avait pris un nouveau tour au moment des événements et des manifestations de 2016 et qui s'est fortement développée ces derniers mois. Il nous faut évidemment non seulement la réprimer, la combattre avec beaucoup de clarté, la sanctionner à chaque fois qu'elle existe. Et je serai intraitable sur le sujet. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est Édouard Philippe qui a pris la parole à l'issue d'un séminaire gouvernemental. Le Premier ministre a été clair, les grèves à la SNCF et à la RATP ont trop duré. Il demande la fin du mouvement contre la réforme des retraites. Un mouvement qui est en train de s'essouffler. Demain, 8 TGV sur 10 seront en circulation, tout comme les TER.
3 Transiliens sur 4. À la RATP, le trafic va également s'améliorer. Aucune ligne ne sera totalement fermée demain. Édouard Philippe a également évoqué tout à l'heure les grands dossiers de l'année à venir, avec notamment la mise en œuvre du plan climat au premier semestre. Un livre blanc sur la sécurité sera présenté au mois de mars. Par ailleurs, un plan de lutte contre l'islam radical et contre le communautarisme doit être annoncé dans les 3 mois à venir. Ségolène Royal dans l'embarras. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant l'ancienne ministre et ses activités d'ambassadrice des pôles. En cause, Sophie Sarrance, des dépenses qui ne concerneraient pas sa mission. Oui, il existe des doutes sur la façon dont Ségolène Royal a utilisé les moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles. Une fonction bénévole, oui, mais dans le même temps, le Quai d'Orsay et le ministère de la Transition écologique financent les salaires des 3 collaborateurs qui travaillent aux côtés de Ségolène Royal, sans compter la confortable enveloppe de 100 000 € de frais de mission et de représentation, une somme qui aurait notamment servi à financer la promotion d'un de ses livres. Par ailleurs, des salariés du Quai d'Orsay auraient effectué des missions au profit de la fondation de Ségolène Royal et des missions bénévoles, assure l'ancienne ministre. Et Ségolène Royal qui devrait être officiellement démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres en fin de semaine prochaine. 2e journée du procès du père Prénat aujourd'hui à Lyon. Après ses aveux hier, le tribunal se penche aujourd'hui sur la personnalité de l'ex-prêtre accusé d'agression sexuelle sur des enfants dans les années 80-90. 10 victimes sont sur le banc des parties civiles. Elle est bien là, l'épidémie de grippe a officiellement commencé dans 2 régions, l'Île-de-France et la région PACA selon l'agence sanitaire Santé publique France. D'autres régions devraient être bientôt concernées puisqu'elles sont toutes en phase de pré-épidémie. Et vous en aurez besoin si vous avez la grippe. Les médicaments contenant de l'ibuprofène, du paracétamol ou de l'aspirine. Sachez qu'ils ne sont plus en libre service depuis aujourd'hui, sont désormais placés derrière les comptoirs des pharmacies. Objectif, éviter les risques de surdosage. Le gouvernement russe démissionne, une décision du Premier ministre Dmitri Medvedev pour faciliter les nouvelles mesures constitutionnelles que souhaite mettre en place Vladimir Poutine. Le président russe veut renforcer le rôle du Parlement dans la formation du gouvernement. On met les comptes à jour ce soir en football. 3 matchs en retard de la Ligue 1 au menu. D'abord à 19h, Nîmes-Rennes, match de la 12e journée qui avait été reporté pour cause d'intempéries, et Amiens-Reims, rencontre de la 16e journée reportée pour cause de brouillard. Et puis ce soir également Monaco-Paris Saint-Germain à 21h, reporté également pour cause d'intempéries. Des retrouvailles entre 2 équipes qui s'étaient déjà quittées dimanche soir sur un score de 3-3 au Parc des Princes. Mais alors Monaco peut-il dans son jardin du stade Louis II cette fois s'imposer? Pas simple face à un Paris Saint-Germain qui va devoir réagir selon l'entraîneur espagnol de l'ASM, Robert Moreno. Ça sera difficile parce qu'ils vont faire un partie bonne, parce que 2 matchs mauvais. C'est difficile. Pour moi, ils ont fait un grand match dimanche et je suis sûr que sera encore plus difficile que le dimanche, c'est sûr. Mais nous allons faire notre meilleure version pour faire un bon match et pour essayer de gagner. Robert Moreno, l'entraîneur de l'AS Monaco. Le match Monaco face à Paris, c'est à suivre à partir de 21h ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente soirée. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.